Grimper des montagnes, c'est mettre à l'épreuve les limites de l'être humain. Mais avec de grands risques viennent de grands dangers. Nous allons explorer 5 des pires morts de l'histoire de l'alpinisme. Des histoires vraies de grimpeurs qui ont payé le prix ultime. Ces récits sont des rappels des dangers liés au défi de conquérir les plus hauts sommets du monde. Le 17 mai 1998, Francis et Sergueï Arsentsiev se trouvaient au col nord du mont Everest, contemplant le sommet. Francis, une Américaine de 40 ans, rêvait de devenir la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. À ses côtés se tenait son mari, Sergueï, un grimpeur russe expérimenté surnommé le Léopard des neiges. Francis n'était pas une alpiniste professionnelle, mais son amour pour l'escalade était évident. Née à Honolulu, Hawaï, le 18 janvier 1958, elle menait une vie ordinaire en tant que comptable au Colorado. Mais sa passion pour les montagnes grandit en gravissant des sommets comme le Denali et l'Elbrus. C'est lors de ces ascensions qu'elle rencontra Sergueï et ensemble, ils se lancèrent dans le plus grand défi de tous, l'Everest. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, est un endroit mortel. Au-dessus de 8000 mètres se trouve la zone de la mort, où l'oxygène se fait rare et où le corps humain lutte pour survivre. La plupart des grimpeurs utilisent de l'oxygène supplémentaire pour atteindre le sommet, mais Francis et Sergueï voulaient y parvenir sans aide. Peu de gens ont accompli cet exploit, et ils souhaitaient rejoindre ce groupe d'élite. Leur première tentative pour atteindre le sommet fut retardée par un temps extrêmement violent. Des vents violents et des températures glaciales rendirent l'ascension périlleuse et leurs lampes frontales tombèrent en panne, les laissant dans l'obscurité. Malgré tout, ils persistèrent. Le 22 mai, après des jours de lutte contre les éléments, Francis atteignit le sommet de l'Everest, devenant la première femme américaine à y parvenir sans oxygène supplémentaire. Mais le danger n'était pas terminé. Descendre de l'Everest est souvent plus difficile que de le gravir. L'épuisement et la désorientation s'installent rapidement, surtout sans oxygène. Francis et Sergueï se séparèrent lors de la descente. Sergueï parvint à revenir au camp, mais Francis n'y arriva pas. Il attendit, mais avec le temps, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Désespéré de sauver sa femme, Sergueï repartit, cette fois avec de l'oxygène et des fournitures médicales. Pendant ce temps, Francis était bloqué en haute altitude, incapable de bouger et souffrant d'un épuisement extrême et des effets de l'altitude. Le 23 mai, un groupe de grimpeurs ouzbeks trouva Francis sur l'arête nord-est de l'Everest. Elle était encore en vie, mais dans un état critique. Malgré leurs efforts, ils manquèrent d'oxygène et durent prendre la difficile décision de l'abandonner. Le lendemain, 2 autres grimpeurs, Ian Woodall et Cathy O'Dowd, la croisèrent. À ce moment-là, Francis était à peine consciente et son corps était trop faible pour bouger. Elle les supplia de ne pas l'abandonner, mais après plus d'1 heure, ils n'eurent d'autre choix que de continuer leur descente. Francis mourut le 24 mai 1998, 2 jours seulement après avoir atteint le sommet. Sergueï, déterminé à la sauver, ne fut jamais revu vivant. Les grimpeurs ouzbeks l'avaient aperçu remontant la montagne avec des bouteilles d'oxygène et des fournitures médicales le 23 mai. Mais le lendemain, il avait disparu. Son corps fut retrouvé l'année suivante, suggérant qu'il était tombé en essayant de sauver Francis. Le corps de Francis resta sur la montagne pendant près d'1 décennie, lui valant le surnom de « Belle au bois dormant » en raison de son apparence pâle et gelée. Son corps gisait à l'endroit où elle avait été abandonnée, un rappel macabre pour les autres grimpeurs des dangers de la montagne. En 2007, Ian Woodall, l'une des dernières personnes à avoir vu Francis en vie, retourna sur l'Everest pour déplacer son corps. Lui et son équipe l'enveloppèrent dans un drapeau américain et la déplacèrent vers un endroit plus respectueux, caché de la route principale d'ascension. L'emplacement exact de son corps reste secret, conformément aux souhaits de sa famille. L'histoire tragique de Francis est l'une des plus hantées de l'Everest, rappelant aux grimpeurs l'attrait mortel de la montagne. Les derniers moments de son mari restent un mystère. Est-il mort en essayant de l'atteindre ? Bien que nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire, la dévotion de Sergueï envers Francis est indéniable. Ils ont finalement payé le prix ultime pour leur passion pour la montagne. En juillet 1936, dans les Alpes bernoises en Suisse, 4 grimpeurs se tenaient au pied de la face nord de l'Eiger, une paroi dangereuse et presque verticale de roches et de glace. Le groupe, déterminé à être le premier à conquérir cette voie, comprenait Tony Kurz, un grimpeur allemand de 23 ans. Après des années d'entraînement, Tony était impatient de laisser sa marque sur l'une des ascensions les plus difficiles d'Europe. La face nord de l'Eiger, également connue sous le nom d'Eigerwand, était réputée pour son danger. Aucun grimpeur n'avait atteint le sommet par cette voie, et beaucoup la considéraient comme impossible.
La combinaison d'un terrain escarpé, d'avalanches et de roches instables la rendait extrêmement périlleuse. La face était également en permanence dans l'ombre, créant des conditions glaciales et venteuses. Tony et son partenaire d'escalade, Andreas Hinterstoisser, s'associèrent à deux Autrichiens, Willy Angerer et Eddie Rainer, pour relever ce défi. Ils commencèrent leur ascension le 18 juillet 1936, naviguant habilement entre la roche et la glace. Cependant, la nature impitoyable de l'Eiger se révéla rapidement. Le premier jour, Andreas traversa une section délicate de la montagne, maintenant connue sous le nom de traversée Hinterstoisser, en fixant des cordes pour sécuriser leur passage. Cependant, il retira les cordes après la traversée, pensant qu'il n'en aurait pas besoin pour redescendre. Alors qu'ils grimpèrent au plus haut, le groupe rencontra de plus en plus de défis. Willy commença à avoir des difficultés, probablement à cause d'une blessure causée par une chute de pierre. Sa blessure ralentit leur progression, mais l'équipe resta déterminée à atteindre le sommet. Cependant, le temps sur l'Eiger changea rapidement. Alors qu'ils approchaient du bivouac de la mort, un lieu de repos pour les grimpeurs qui avaient dépéri auparavant, une violente tempête éclata, apportant de fortes chutes de neige et des avalanches. L'équipe se retrouva piégée, et avec l'état de Willy qui empirait, ils furent contraints de faire demi-tour. Ils firent de face à un obstacle majeur lors de la descente, l'absence des cordes fixes sur la traversée Hinterstoisser. Maintenant, recouverte de neige et de glace, la traversée était infranchissable. La seule option était de descendre en rappel, une tâche dangereuse et épuisante. Pendant la descente, le désastre frappa. Une avalanche ensevelit Eddie Rainer, le tuant sur le coup. Willy, déjà affaibli par sa blessure, ne survécut pas non plus. Andreas, le grimpeur le plus fort, tomba tragiquement à sa mort lorsque sa corde se détacha. Il ne resta que Tony Kurz, suspendu à une corde bien au-dessus du fond de la vallée. Malgré ses blessures et le froid, Tony était toujours en vie. Il s'accrocha à la corde pendant 4 jours, luttant contre les éléments et l'épuisement, espérant un sauvetage. Depuis le village en contrebas, des observateurs et des alpinistes assistèrent à la tragédie. Ils pouvaient en voir les corps des autres grimpeurs et Tony, toujours suspendu, bougeant à peine. Le 4e jour, une équipe de secours arriva. Ils lui crièrent depuis une fenêtre de la gare de train située sur la montagne, et à leur surprise, Tony répondit. Bien qu'il fût faible et que ses mains fussent gelées, Tony essaya de descendre en utilisant une corde que les sauveteurs lui avaient lancée. Malheureusement, la corde n'était pas assez longue. Les sauveteurs avaient attaché 2 cordes ensemble et lorsque Tony atteignit le nœud, il fut coincé. Il lutta pour se libérer, mais ses forces l'abandonnaient. Les sauveteurs, à seulement quelques mètres de lui, entendirent sa voix faible. Les derniers mots de Tony furent « Je ne peux plus continuer ». Il mourut suspendu à quelques mètres seulement de la sécurité, mettant fin à cette ascension terrifiante de manière tragique. L'histoire de Tony Kurz et de ses compagnons d'escalade devint légendaire dans le monde de l'alpinisme. Ce n'est qu'en 1938 qu'une autre équipe réussit à conquérir la face nord. Cependant, l'épreuve tragique de Tony Kurz reste un exemple marquant des risques extrêmes liés à la poussée des limites de l'endurance humaine. Avec son pic presque vertical de 4267 mètres, l'Eiger reste l'une des ascensions les plus dangereuses au monde. Sa face nord est tristement célèbre pour les nombreux grimpeurs qui ont perdu la vie en essayant d'atteindre le sommet. Cette ascension mortelle a valu à la face le surnom de Mordwand, le mur de la mort. Malgré les dangers, les grimpeurs continuent d'être attirés par ce défi, sachant que même la plus petite erreur sur l'Eiger peut être fatale. Le 19 mai 2012, Shreya Shackler-Finn, une Canadienne de 33 ans, se tenait au sommet du mont Everest, réalisant son rêve de toujours. Cependant, ce qui aurait dû être le point culminant de son exploit se transforma rapidement en cauchemar lors de la descente. Shreya était née à Katmandou, au Népal, et avait grandi à Mumbai, en Inde, avant de déménager au Canada avec son mari. Elle y établit sa vie et lança son entreprise SOS, Splash of Style Inc. Cependant, le rêve de gravir l'Everest l'habitait depuis son enfance. Enfant, elle avait fait un tour en hélicoptère au-dessus de la montagne, ce qui avait suscité son objectif de toute une vie, atteindre son sommet. Ce désir était si fort que Shreya hypothéqua sa maison pour financer son ascension, un voyage qui lui coûta près de 100 000 $. Le mont Everest est connu pour ses dangers extrêmes. Les grimpeurs font souvent face à des températures glaciales, un temps imprévisible et un manque d'oxygène à haute altitude. Shreya connaissait ces risques, mais elle resta concentrée sur son objectif. Shreya s'entraîna intensivement avant son ascension, créant une routine combinant escalade, arts martiaux et exercices cardiovasculaires. Elle se prépara dans sa ville natale de Toronto en marchant sur des collines avec un lourd sac à dos. Une fois au Népal, son équipe de Sherpas lui assura qu'il la guiderait tout au long de l'ascension.
Le 18 mai 2012, avec une accalmie dans le temps, des centaines de grimpeurs, dont Shriya, commencèrent leur ascension vers le sommet. Le grand nombre de grimpeurs causa des retards, mais après 17 heures, elle atteignit le sommet vers 14 heures le 19 mai. Épuisée mais triomphante, elle avait réalisé son rêve d'enfance. Cependant, la descente s'avéra encore plus difficile. Alors que Shriya commençait sa descente, le froid et les vents violents s'intensifièrent. Ses Sherpas remarquèrent qu'elle luttait et perdait de l'énergie. L'épuisement, combiné à l'altitude élevée, commença à la submerger. Alors que son état se détériorait, son corps commença à lâcher. Tout s'est joué lors de la descente, elle s'est effondrée, déclara Ganesh Thakuri, un représentant de son agence de trekking. Ses Sherpas essayèrent de l'aider, mais dans la zone de la mort, la survie devint presque impossible. Shriya supplia pour de l'aide, disant « Sauvez-moi », mais il n'y avait plus rien à faire. Elle mourut près du sommet, succombant aux conditions extrêmes. Elle ne fut pas la seule grimpeuse à mourir ce jour-là. D'autres, dont un médecin allemand, un grimpeur chinois et un alpiniste sud-coréen perdirent également la vie à cause de la surpopulation et de l'épuisement. La mort de Shriya souleva d'importantes questions sur la commercialisation du mont Everest. Le nombre croissant de grimpeurs tentant d'atteindre le sommet dans des fenêtres météorologiques étroites entraîne souvent des embouteillages dangereux, même pour les grimpeurs expérimentés. Récupérer le corps de Shriya devint un défi immense. Les corps dans la zone de la mort sont souvent laissés sur place en raison des conditions dangereuses et du coût élevé de leur récupération. Cependant, sa famille était déterminée à la ramener. Le beau-frère de Shriya, Darren Clorfin, exprima sa frustration face aux critiques que la famille reçut pendant leurs efforts, soulignant que d'autres corps de grimpeurs avaient été récupérés cette année-là. Le coût de la récupération du corps de Shriya fut estimé à environ 50 000 $, que la famille espérait couvrir par une assurance. Finalement, un groupe de grimpeurs parvint à ramener le corps de Shriya à un camp inférieur où il put être transporté par hélicoptère. Après des retards dus au mauvais temps, son corps fut finalement rendu à sa famille à Katmandou. La nouvelle de la mort de Shriya dévasta ceux qui la connaissaient. Son ami proche, Shelian Sidhu, parla de la profonde douleur qu'elle ressentit en apprenant les derniers moments de Shriya, partageant à quel point il était difficile de traiter la perte de quelqu'un qu'elle considérait à la fois comme une sœur et une meilleure amie. La mort tragique de Shriya Chlorfin montra les risques de gravir l'Everest, même pour ceux qui sont bien préparés. Elle relança également les débats sur la surpopulation et la commercialisation de la montagne, où un nombre croissant de grimpeurs risquent leur vie pour avoir une chance de se tenir au sommet du monde. Début septembre 1976, une expédition d'alpinisme débuta pour conquérir la Sunanda Devi, également connue sous le nom de Nanda Devi Est, un sommet de 7434 mètres dans le nord de l'Inde. Parmi le groupe se trouvait Devi Hanseld, une jeune femme de 22 ans et fille du légendaire alpiniste Willy Hanseld. L'ascension revêtait une signification personnelle profonde pour Devi, car elle portait le nom de la montagne elle-même. Cependant, l'expédition se termina par une tragédie. Devi venait d'une famille d'alpinistes. Son père avait marqué l'histoire en traversant l'Everest en 1963. Elle avait gravi d'autres montagnes auparavant et cette expédition semblait être son destin. Mais les conditions dans l'Himalaya s'avérèrent rudes et aucun membre de l'équipe n'aurait pu prédire comment les événements allaient se dérouler. Le groupe passa des semaines à préparer leur tentative d'atteindre le sommet, établissant des camps à haute altitude et affrontant les défis de l'environnement montagneux hostile. Le 1er septembre, la première équipe du sommet, composée de Lou Reichardt, John Roskelley et Jim States, atteignit le sommet de la Sunanda Devi. Leur confiance était élevée et ils retournèrent au camp 3 où le reste du groupe se préparait à commencer leur ascension. Le 3 septembre, Devi, Pete Lev et Andy Harvar commencèrent leur ascension vers le camp 4. Ce fut une montée difficile et Devi luttait déjà à cause d'une hernie qu'elle avait développée plus tôt. Elle faisait également face à un épuisement sévère et à la maladie, mais elle était déterminée à continuer. Lorsque Devi et Andy atteignirent le camp 4, une tempête s'était installée. Pete était parti en avant pour établir le camp et préparer leur arrivée. Quand Devi arriva, il était déjà minuit. Elle était visiblement faible et la tempête ne faisait qu'empirer. L'équipe décida de rester au camp 4 et d'attendre un temps plus clément avant de tenter d'atteindre le sommet. Le lendemain, le 4 septembre, le temps s'éclaircit brièvement mais l'équipe était trop épuisée pour bouger. Pendant ce temps, au camp 3, un autre groupe comprenant Willy Hanseld se préparait à les rejoindre pour une dernière poussée vers le sommet. Cependant, les conditions météorologiques qui se détérioraient forcèrent les grimpeurs du camp 4 à battre en retraite plutôt qu'à avancer. De fortes chutes de neige rendirent impossible toute ascension supplémentaire.
Et le 5 septembre, ils réalisèrent qu'il était trop dangereux de continuer. Davy se trouvait maintenant à plus de 7300 mètres d'altitude depuis près de 5 jours. Sa santé se détériorait à cause du mal de l'altitude et du froid extrême. Le 7 septembre, un blizzard piégea l'équipe dans leur tente et l'état de Davy empira. Il ne pouvait pas dormir, sa santé déclinant rapidement. Sachant que Davy devait descendre à une altitude plus basse, l'équipe essaya de planifier une descente, mais la tempête rendit cela impossible. Le matin du 8 septembre, l'état de Davy prit un tournant soudain. Alors que le groupe se préparait à quitter le camp 4, elle dit calmement à son père « Je vais mourir ». Quelques instants plus tard, elle s'effondra. L'équipe essaya immédiatement de la ranimer, pratiquant la respiration artificielle, mais il était trop tard. Le corps de Davy avait été poussé à ses limites par l'altitude élevée et les conditions extrêmes. En seulement 15 minutes, elle mourut, laissant ses compagnons d'escalade et son père dans un état de choc et de chagrin. Après sa mort, les grimpeurs restants durent décider comment l'enterrer. Dans une décision déchirante, Willie choisit de l'enterrer sur la montagne qui portait son nom. Il compara cela à un enterrement en mer. L'équipe enveloppa son corps dans un sac de couchage et l'envoya le long de la paroi de la montagne dans l'abîme. La descente de la montagne fut dangereuse pour les grimpeurs survivants. Pendant la descente, un grimpeur faillit tomber à sa mort lorsqu'une corde fixée se détacha, mais il parvint de justesse à se sécuriser. Le blizzard continuait de faire rage, rendant chaque pas un défi dangereux. Finalement, l'équipe retourna au camp 3 pour le trouver abandonné. Émotionnellement et physiquement épuisés, ils réussirent à créer un abri et attendirent la fin de la tempête avant de regagner la sécurité. La perte de Davy Unsold affecta profondément la communauté de l'alpinisme. Pour son père, Willie, le chagrin de perdre sa fille sur la montagne qui portait son nom fut un fardeau à vie. La tragédie sur la Sunanda Devi fut un rappel douloureux des risques de l'alpinisme et laissa un impact durable sur tous ceux qui y furent impliqués. C'était le 10 mai 1996 sur les pentes dangereuses du mont Everest. Tsewang Paljor, un grimpeur indien de 28 ans, faisait partie d'une équipe tentant de devenir la première équipe indienne à atteindre le sommet de l'Everest par le côté nord. Paljor, qui avait grandi dans le village himalayen de Sakti, avait toujours rêvé de gravir le plus haut sommet du monde. En tant que membre de la police frontalière indo-tibétaine, il s'était entraîné pendant des années pour se préparer à ce défi. Il ignorait que ce voyage mènerait à l'une des histoires les plus tragiques de l'Everest. Gravir l'Everest ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, il s'agit de survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. La zone de la mort de la montagne au-dessus de 8000 mètres présente des risques extrêmes en raison du manque d'oxygène et des températures glaciales. À cette altitude, le corps et l'esprit commencent à se détériorer rapidement. Même les grimpeurs expérimentés luttent contre les effets. Dans les pires cas, les grimpeurs deviennent trop faibles pour redescendre, faisant de cette zone un lieu de repos final pour beaucoup. Depuis la première tentative d'ascension de l'Everest en 1924, des centaines de grimpeurs ont péri. En 2015, plus de 280 personnes étaient mortes sur la montagne et de nombreux corps y restent, gelés et préservés par le temps. L'un des plus célèbres est celui de Green Boots, un corps nommé d'après ses bottes de randonnée vert vif. Green Boots repose dans une grotte à 8500 mètres, juste sur la route principale menant au sommet. Les grimpeurs doivent passer devant cette silhouette, enjambant le corps alors qu'ils poursuivent leur chemin. Beaucoup pensent que Green Boots est Tsewang Paljor, bien que certains affirment qu'il pourrait s'agir de l'un de ses coéquipiers. En mai 1996, Paljor et son équipe, dirigée par le commandant Mohinder Singh, partirent avec de grands espoirs. Ils visaient à entrer dans l'histoire. L'équipe comprenait 6 grimpeurs, mais une dangereuse tempête commença à se former alors qu'ils approchèrent du sommet. Malgré les conditions qui se détérioraient, Paljor et 2 de ses coéquipiers, Dorje Morup et Tsewang Smanla, continuèrent leur ascension, poussés par ce qu'on appelle la fièvre du sommet, le désir irrépressible d'atteindre le sommet à tout prix. Cette décision s'avéra fatale. Harbhajan Singh, le seul survivant de l'expédition, resta en arrière alors que le temps empirait. Il essaya de signaler à ses coéquipiers de faire demi-tour, mais ils persistèrent. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, un blizzard mortel les piégea. Paljor et ses coéquipiers ne furent jamais revus vivants. Plus tard, des grimpeurs cherchant un abri dans la grotte trouvèrent le corps gelé de Green Boots, qui semblait avoir essayé de se protéger de la tempête. En 2006, la grotte devint encore plus célèbre lorsque le grimpeur britannique David Sharp succomba au froid à cet endroit. Plusieurs grimpeurs passèrent devant lui, le confondant avec Green Boots, sans réaliser qu'il était encore en vie. Malheureusement, personne ne put le sauver et il mourut également dans la zone de la mort. Pendant des années, Green Boots resta un rappel glaçant des dangers de l'Everest,
Mais en 2014, une expédition chinoise déplaça le corps vers un endroit moins visible, suscitant des débats au sein de la communauté de l'alpinisme. Certains estiment que laisser ces corps sur place est irrespectueux envers les défunts et leurs familles. D'autres y voient des avertissements pour les futurs grimpeurs sur les risques de l'Everest. La question de la gestion des restes des grimpeurs sur l'Everest est complexe. Certains suggèrent de former des équipes spéciales pour retirer les corps de la montagne, bien que cela soit à la fois dangereux et coûteux. Une autre idée est de créer un site commémoratif où les grimpeurs décédés pourraient être honorés sans que leur corps ne reste sur la montagne comme des rappels macabres. Pendant plus de 25 ans, Green Boots a silencieusement averti les grimpeurs des dangers de l'Everest. Son histoire, ainsi que celle des plus de 200 autres personnes mortes sur la montagne, montre la réalité mortelle de la zone de la mort. Alors que les gens continuent de repousser les limites de l'exploration, la communauté de l'alpinisme est confrontée à des questions difficiles sur la manière de respecter ceux qui y ont perdu la vie en poursuivant leurs rêves. L'Everest peut être l'objectif ultime pour les grimpeurs du monde entier, mais c'est aussi un lieu de risques immenses. L'héritage des grimpeurs comme Tsewang Paljor nous rappelle que, bien que gravir l'Everest soit une grande réussite, cela s'accompagne d'une grande responsabilité et, parfois, de conséquences tragiques.